Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons, mais pour une dernière fois, trouver les contes de l'écureuil, aventures et héros ordinaires du vieux Périgord. Alors, c'est le tome 3 et c'est une édition bilingue. Languedoc-français. C'est un ouvrage couronné aux grands jeux floraux septénaire du Félibrige en 2025, et c'est un livre qui est édité par les éditions du Bonheur du Périgord et la maintenance Aquitaine du Félibrige. Voilà, alors on va prendre une histoire peut-être un peu plus longue que d'habitude, et puis qui s'intitule Papalette, le roi des braconniers. Alors maintenant qu'ils ont perdu tout autant la foi que leur culture ou leur langue, je ne sais pas, mais autrefois les Périgourdins avaient un rapport à la propriété privée tout à fait original, qu'ils soient blancs, bleus ou rouges, de droite ou de gauche, capitalistes, socialistes ou radicaux, et même s'ils se disaient communistes, mais comme mon grand-père, ils étaient tous convaincus que cette vérité de bon sens, que la propriété privée est le meilleur des services publics. Mais si vous avez bien lu, pour les vieux Périgourdins, la propriété, même privée, reste un service public. Et pas seulement pour la production des biens et des services de bonne qualité au meilleur prix. Autrefois, par exemple, personne n'aurait admis ne pas pouvoir se promener dans un bois parce qu'il appartenait à Pierre, Jacques ou Paul. Seulement un fou aurait voulu empêcher les gens de le faire, et j'aime mieux vous dire qu'il n'y serait pas parvenu, au contraire. Mais après guerre, quelques décennies, les choses changèrent peu à peu, et sans que, dans un premier temps, personne ne s'aperçoive. C'était le début de cette mode pour les étrangers de Paris ou d'ailleurs d'acheter quelques propriétés en Périgord, et aussitôt de la clôturer comme si c'était un camp militaire. Bien entendu, ne tardèrent pas à fleurir de tous côtés, le long de ces clôtures, en tout cas, des pancartes qui proclamaient en français quasiment académique, le plus poétique des injonctions comme accès interdit, propriété privée, défense d'entrée, cueillette interdite, pêche interdite, chasse interdite sous peine de poursuivre, chasse gardée, chasse interdite, et puis terrain miné, voie privée, défense de pénétrer, terrain piégé, attention piège, attention aux chiens, et puis bien sûr l'inévitable chien méchant. Et c'est exactement ce qui se passa pour la Morandie, après Gratteloup, à main gauche, comme si vous montiez à la Croix-Blanche, à la mort du dernier des 5 criques, l'immense domaine avec tant plus de bois, certains de sapins et d'autres de feuillus, qui s'étend sur plus ou moins des kilomètres dans toutes les directions, fut vendu. Et pas à quelqu'un de par ici. On ne savait d'ailleurs pas au juste qui l'avait acheté. Certains disaient qu'il s'agissait d'un laboratoire pharmaceutique de Toulouse. D'autres assuraient que non, que c'était un Anglais de la famille royale auquel on avait interdit de se marier avec la femme qu'il voulait et venait enterrer la peine de son chagrin pour un peu. Alors je pense que les anciens comme moi se rappellent de cette histoire en Angleterre. Et à en croire tout le monde, des cancaniers qui savent toujours mieux que tout le monde, et Jacques Assator, à travers la Morandie, était devenu la prison d'un nouveau masque de fer. Bref, on ne savait rien de qui en détenait maintenant la propriété, uniquement parce qu'il ne fallait plus y pénétrer. Et même si le maire ne voulait toujours pas entendre parler d'amende, pour qui se contentait de s'y promener, plus personne théoriquement avait le droit de poser un pied dans les bois ou les chemins de la Morandie. Et pour ceux qui n'auraient pas bien saisi, des gardes engagés par le nouveau propriétaire y patrouillaient désormais pour le faire comprendre à plus d'un qu'ils surprirent sur le domaine et firent vider sacs et paniers et verser sur le sol châtaignes, noisettes, coulemelles, bolets, girolles, mûres, framboises, fraises des bois ou prunelles qu'ils avaient ramassées. Et je ne parle pas de ces infortunés chasseurs qui, en plus de laisser le lièvre, le lapin, ou le faisan qu'ils étaient allés y tuer, attrapèrent une forte contravention. Le mystère du braconnier, de la Morandie et des gardes ne réussissait pas à prendre sur le fait, n'aurait peut-être jamais été éclairci. C'est le coupable de ces délits. Notre Papalette, pour ne rien vous cacher, n'avait pas finalement expliqué lui-même la mystification
qu'il avait imaginé. Alors bien sûr, on va retrouver notre papalette nationale. Alors cela se passa dans la chambre de l'Oreilla, parce que vous vous souvenez peut-être pour une affaire de bouc sur laquelle par chrétienne charité, je ne reviendrai pas, une jambe lui avait été cassée par au bouc à l'Oreilla. Alors qu'on va retrouver aussi, et pour quelques jours, ne devait pas se lever de son lit de douleur. Au moment dont je vous parle, il était 3 dans sa chambre à discuter en buvant un coup. Papalette, Périllou et l'Émile, le garde-chasse, enfin celui qui avait été jusqu'ici garde-chasse, mais qui se faisait vieux et devait laisser sa charge à de jeunes fédéraux qui n'appréciaient d'ailleurs pas plus que ça. C'était lui qui auparavant s'était entendu avec le garde de la Morandie, après que ceux-ci eurent appréhendé 2 ou 3 fois en vain mon Papalette dans les bois et la propriété. Papalette chaque fois ne faisait rien pour se cacher et échapper aux gardes. Au contraire, s'appelait-il. On aurait même pu penser que quelqu'un comme lui qui connaissait la forêt comme sa poche faisait exprès de ne pas s'enfuir lorsque les gardes se regroupaient pour l'encercler. Et le résultat s'avérait toujours identique, même si parfois ils avaient entendu tirer dans la direction d'où il arrivait. Papalette, les gardes ne trouvaient rien sur lui, la sagibecière se trouvait parfaitement vide, où ne contenait que des champignons. Et ils avaient beau quasiment déshabiller le braconnier, mort de rire, et ils ne pouvaient mettre la main sur le plus petit écureuil, le moindre petit merle. En dehors de son fusil, de sa cartouchière, il n'avait jamais rien eu sur lui, rien qui en fasse un braconnier à pouvoir faire verbaliser. Si bien ce que se termine chaque fois de la même façon, mon Papalette n'avait pas fini de récupérer ses vêtements, de se rajuster, de se remettre dans son carnier ou dans ses poches tout ce qui avait été répandu par terre, que déjà ces types le laissaient et s'en allaient rouges de dépit. De quoi exciter la curiosité de l'Émile, qui même s'il avait déjà eu l'occasion de lui mettre une amende, à celui-là, en toute amitié, et évidemment, ne se contenait plus. Il voulait maintenant toute force agrafer Papalette, qui le défiait et le ridiculisait, depuis trop de temps dans cette affaire de braconnage dans les bois de la Morandie. Au garde du domaine, rendus furieux par leur échec et leur impuissance, avec Papalette est pour le moment assis piteux dans la cuisine du garde-chasse. Voici donc ce qu'Émile avait ordonné. Celui-là, vous allez me le laisser, je vais l'attraper moi, parce que pour cela, nous avons besoin de pouvoir le suivre dans les bois de la Morandie, bien sûr, mais aussi en dehors, et peut-être même davantage dehors, si vous ne pouvez pas le faire, parce qu'à mon avis, il n'y a qu'une explication au fait que vous n'ayez jamais été en mesure de le prendre avec tout ce qui venait de braconner. Cette explication se nomme l'Oreilla, et vous vous savez peut-être pas, mais avec l'Oreilla, ils sont comme queue et chemise. Avec leur tour des miracles, ils ont toujours à deux à les perpétrer. Mais, dit l'un des gardes en se reversant un verre de rouge chaque fois que nous avons pu l'aborder, il était tout seul. Et justement, j'ai peut-être trouvé comme ils font le long de la route Saint-Albert, le mur de la propriété n'est pas assez haut pour les empêcher qui que ce soit de voir de l'autre côté. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que Papalette, une fois tué le gibier qu'il voulait faire passer très vite à son compère, qui mine de rien attendait sur la grande route. Vu que Papalette vadrouille dans nos bois pratiquement tous les mardis, la semaine qui vient, vous allez vous en assurer qu'il est bien là, mais sans le suivre, sans vous faire voir, sans plus jamais l'aborder pour contrôler son carnier. Parce que si nous voulons l'attraper, nous devons tout d'abord le mettre en confiance. Enfin, s'il ne se méfie plus du tout, et moi je vais surveiller l'Oreilla comme je le crois, il va effectivement se planter sur la route du côté de la Morandie, et ce que nous avons deviné juste par la suite, nous aviserons. Ainsi firent-ils, et plus d'une fois, mais va te faire fiche. Pas un bardi, même si Papalette avait été vu à la Morandie, l'Oreilla ne quitta sa ferme ou seulement pour aller à quelque endroit qui n'avait rien à voir avec tout ça. Néanmoins, l'Émile ne se découragea pas, et maintenant les instructions faites aux gardes qui
du domaine qui ne devait pas approcher le Papalette et encore moins lui faire ouvrir son sac ou les poches si s'en occupait lui. En hiver, l'Émile ne surprenait jamais Papalette dans les bois de la Morandie ou alentour. Le mauvais temps semble-t-il inspirer peu notre braconnier qui restait dans sa grange ou au foyer devant le feu. Mais en été et surtout à l'automne, ce n'était pas pareil, toujours aussi peu résigné, le garde s'en souvenait bien. Guère de semaines ne passaient sans que ces deux-là ne s'y rencontrassent, et chaque fois pour rien, l'Émile ne trouvait jamais sur Papalette le plus petit animal, la moindre pièce de braconnage. Un soir de septembre, pourtant, se souvenait-il, maussade, il avait bien cru que cette fois il le tenait. Le Papalette, celui-là, arrivait tranquillement en lambinant et en sifflant, on ne savait quoi, par le chemin de Roquebarral. Rien ne laissait penser qu'il soupçonnait la présence du garde sur le talus, caché derrière un chêne et la lumière sous la ramée suffisait encore pour ne pas laisser passer le moindre tour. Gibecière était archipleine, au point que vous auriez cru le voir porter sur le dos un jeune cochon. Le garde dévala aussitôt sur le chemin derrière lui en s'écriant « Arrête-toi, braconnier, cette fois, tu ne me feras pas croire que ta carnassière n'est pas pleine de gibier. » Et pourtant, lui répondit l'autre sans s'émouvoir, « Plus que ça, c'est la vérité, je suis fautif, tu as raison, mais je ne dis pas, mais seulement d'avoir ramassé des champignons. Regarde, je suis tombé sur une place où cette en épouse et tête de nègre, ferme ou pas du tout piquée par les vers, tiens, touche ceci, par exemple. » Alors, les têtes de nègre sont des cèpes un peu plus petits que ce qu'on ramasse d'habitude et qui sont très bons. Voilà. Alors, ceci dit, je m'en fais jeter champignons, je ne prends pas pour un couillon. Je veux voir ce qu'il y a là-dessous et tu vas me le faire voir. Allez, vite, ta gibecière ici, en tant que tu y es, donne-moi aussi ton veston. Oui, mais vous l'aurez deviné, le gars ne trouva rien, uniquement des champignons, comme Papalette l'avait dit. Pareil d'ailleurs de tous les autres fois qu'il avait réussi à l'arrêter dans les bois de la Morandie. Et bien que l'heure arriva où l'Émile de renoncer à son emploi de garde, sans qu'il ait pu ajouter la verbalisation de Papalette à la liste de ses réussites. Il en demeurait même mécontent, surtout parce qu'il ne savait toujours pas comment faisait mon Papalette pour ne jamais se faire appréhender avec le gibier braconné. Jusque-là, cet après-midi donc, à côté du lit de l'Oreilla, quand le gisant lui-même, peut-être pour taquiner l'Émile, demanda « Et toi, Périllou, qu'est-ce que tu en dis ? Ils vont te remettre d'accord, ces deux-là, maintenant que l'Émile n'est plus le garde. » « Mais, dit Papalette, qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu es en train de radoter, toi ? L'Émile croyait que je braconnais et voulait m'attraper, rien de plus. Normal, et je ne lui ai jamais voulu pour ça, il faisait son travail de garde, c'est tout. On n'est pas devenus ennemis pour autant, je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin de revenir d'accord, pas vrai, Émile ? Bien sûr que si, et tiens, tant qu'on y est, tu ne pouvais pas me dire maintenant comment tu faisais dans les bois de la Morandie pour que je ne te prenne jamais avec du gibier que tu braconnais. Ben, je pourrais bien sûr, mais tu n'auras pas à le faire savoir aux autres gardes. Mais non, je te le jure, nous sommes chez l'Oreilla, presque auprès de son lit de mort, et tu vas me dire dans cette chambre que je ne dois pas en sortir, Périllou et l'Oreilla. Vous êtes d'accord, tous deux firent signe que oui. Aussitôt, l'Émile poursuivit-il. Alors, comment tu faisais pour braconner là-bas sans jamais te faire prendre ? Eh bien, c'est pas compliqué parce que je n'y braconnais pas. Et tu n'y braconnais pas, dis-tu, et tu es encore en train de te ficher de moi. Mais non pas, c'est la vérité, je n'y braconnais jamais, j'allais ramasser les champignons. Les champignons, c'est vrai, mais mille Dieu, pourquoi avec ton fusil alors que tu ne vas pas me dire que tu n'y es jamais tiré sur quelque chose ? Parce que plus d'une fois, je n'étais pas loin et j'ai entendu presque vu le faire. Eh bien, depuis que Morandie a été vendu à Dieu sait qui, je ne suis plus autorisé d'aller chercher les champignons. Celui qui est pris à sortir de ses bois avec des châtaignes, des champignons, quoi que ce soit, les gardes lui font vider son panier. Et même toi, si tu n'avais pas eu le fusil, la cartouchière en y tiré quelques cartouches, tu serais fâché pour des champignons trouvés dans ma gibecière. Tu les aurais confisqués, c'est sûr.
et qui sait, plus en me voyant avec le fusil, vous étiez tous acharnés à chercher le gibier que selon vous, je devais braconner, tellement que vous ne fassiez attention à rien d'autre, si bien que je peux tranquillement, moi et moi seul, ramasser les beaux têtes de nègre et d'autres cèpes de Bordeaux ou vendangeons à la Morandie et les emporter sans que personne ne me demande jamais rien à ce sujet. Voilà. Alors, cette histoire de braconnage, bien sûr, est terminée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.